Je n'ai jamais eu un document que j'avais droit de manière normale. Je suis toujours passé par la case tribunal. C'est toujours un juge qui a décidé de me donner quoi que ce soit. J'ai jamais eu un truc normal, non. Donc, justement, ce fichage permet de faire en sorte que ce genre de choses puisse arriver, de faire de votre vie un enfer. Mais je dirais à ces hommes politiques que les Français se sont battus pour leur liberté. La liberté qu'elles gardent aujourd'hui jalousement. Et nous, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, nous ne sommes pas les jeunes africains de 1980. Non, nous sommes un peu émancipés, nous avons une autre vision. On peut nous ficher autant qu'on veut, S ou S multiplié par Y par mètre carré, c'est leur problème. Nous nous battrons pour que nos pays puissent avoir une bouffée d'oxygène. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un survivant du désert qui sort enfin de son silence. Oui, on entend parler de ce qui se passe dans le désert, il y a beaucoup de choses qui sont dites et tout, mais je n'ai pas encore vraiment vu quelqu'un qui fait un témoignage vivant. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai apporté les propos ou alors les témoignages d'un survivant du désert qui a décidé de sortir enfin de son silence. Beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais connaissent le personnage. En tout cas, je vais partager avec toi son témoignage qui est actuellement fichier S en France. On va comprendre également dans la vidéo d'aujourd'hui ce que c'est qu'un fichier S. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, aujourd'hui, je vais partager avec toi le témoignage d'un survivant du désert qui est actuellement fiché S en France. Il a décidé de sortir de son silence et de dire quelque chose par rapport à ce qu'il a vécu et par rapport à son statut en France actuellement. Donc, pendant ce témoignage, il a abordé plusieurs points que nous allons parcourir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, le premier point qu'il a abordé, ou alors dans le premier point de ce témoignage, il nous parle de son parcours depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Écoutons ce qu'il dit. Je m'appelle Thiam Abdoulaye Kalibri, c'est d'ailleurs mon nom, c'est pas un sobriquet. Je suis né au Cameroun d'un père franco-camerounais d'origine sénégalaise aussi. Mon grand-père est né ici en France en 1903 à Reims dans la Marne. Et voilà, mon père il a été en France et puis il est retourné au Cameroun. Donc à une certaine époque, nous avons connu beaucoup de difficultés pour faire reconnaître la nationalité de mon père parce que pendant plus de 20 ans, il a complètement délaissé sa nationalité. Il s'est dit que bon, je suis français, le jour où je me présente au consulat, j'aurai mes papiers. Donc ça a été très compliqué. Et ayant essayé plusieurs fois de venir en Europe, avec les réseaux de visa, j'ai été beaucoup floué. J'ai donc décidé de prendre la route. Je suis parti du Cameroun, passant par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, la Libye et l'Italie. Quand je quittais le Cameroun, c'était du tout pas dans le but de m'attaquer à Biya. J'avais déjà été activiste au Cameroun, j'avais été plusieurs fois arrêté au Cameroun.
J'ai été même torturé à la GMI. Donc, ce côté-là, je l'avais déjà mis un peu en berne. Moi, je venais en France, c'était d'abord pour ma nationalité, parce que mon père, il est français, de filiation, donc je venais pour ma nationalité. Mais quand je suis arrivé au Niger, voilà, dans le début, et ça rejoint votre question. Quand j'arrive au Niger, ce que je vois au Niger me fait extrêmement mal. Je vois des enfants de 8 ans, des enfants de 12 ans, de 16 ans. En fait, je vois la jeunesse africaine. Je vois une horde de jeunes désirant rejoindre l'Europe. Et je comprends très vite pourquoi. Pourquoi ces jeunes, pourquoi cette Afrique qui a le fer de lance du monde aujourd'hui, que ce fer de lance-là ne trouve qu'une seule solution, c'est l'exil. Je vois ces jeunes au Niger et je suis extrêmement choqué. Pourquoi ces jeunes prennent la route ? Tout simplement parce qu'à la tête de nos États, nous avons des dirigeants qui ne font absolument rien pour la jeunesse. Que vous allez dans tous les pays de la zone francophone, vous allez trouver les mêmes situations. Que ce soit au Cameroun, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, c'est partout la même chose. Je vois des jeunes servis d'esclaves, des jeunes torturés par ce qu'on appelle communément des corsaires. Ce sont des gens qui vous promettent monts et merveilles, qui vous promettent de vous amener en Italie par autocar ou autre chose, alors que ce n'est qu'une illusion, vous n'y arriverez jamais. Et ça me révolte. À partir de là, je dis, on ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas se taire. Nous avons pour habitude, quand nous étions au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, de voir plus parler de ce qui se passait en Méditerranée. Mais je peux vous rassurer, pour avoir pris cette route, que le désert est le plus grand cimetière de la jeunesse africaine. Les gens ne s'imaginent même pas, parce que ce que vous voyez en Méditerranée, un bateau qui a fait un naufrage avec 500 personnes, oui, on en parle. Mais avant 500 personnes, il y a 3000 personnes qui sont mortes au désert. Le désert est jonché de cadavres. Le désert, c'est le plus gros cimetière à ciel ouvert. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Le désert, c'est le désert. Je ne peux même pas vous expliquer. La crête humaine, de ce côté-là, est devenue quelque chose de très banal. Les gens n'ont plus l'amour du prochain. Les gens ont juste une seule chose dans la tête, c'est de se faire un maximum de fric. Vous avez des gens qui vous prennent, par exemple à Agadez, au Niger, qui vous disent qu'ils vont vous amener en Algérie, mais qui vous abandonnent en plein désert. Vous avez des gens qui vous abandonnent complètement en plein désert, qui vous laissent à votre propre sort, et vous ne savez ni se situe le nord, le sud, vous êtes complètement perdu. Un migrant qui a fait 3 jours sans boire, sans manger, vous vous rendez compte que le désert ne serait que la dernière chose qu'il verra sur la terre. Ce n'est jamais un passage facile. Vraiment, tous les jeunes qui veulent voyager à tout prix, que ce soit par avion, par bateau, je ne sais pas, à pied, par voiture et tout, prenez la peine de regarder cette vidéo et écoutez ce monsieur attentivement. Tous ceux qui veulent voyager par tous les moyens, il serait intéressant pour tout jeune d'écouter ce que ce monsieur a dit. Parce qu'il fait un témoignage de ce qu'il a vécu. Il ne parle pas de ce qu'il a lu quelque part. Il ne parle pas de ce qu'on lui a raconté. Il ne parle pas de ce qu'il a vu. Il parle de ce qu'il a vécu. Donc, il faut tendre bien les oreilles et écouter ce que ce monsieur a à dire. Continuons à écouter. Vous savez, quand vous avez réussi à franchir le cap du désert, plus rien ne peut vous arrêter. Parce que vous vous dites qu'il n'y a pas plus pire que ce que vous avez vécu. J'ai parlé tout à l'heure des migrants qui meurent parce qu'ils sont abandonnés. Je ne vous ai pas parlé des migrants qui meurent, surtout les femmes et les enfants, parce qu'elles sont violées. Je ne vous ai pas parlé des migrants hommes même qui meurent parce qu'ils sont violés. Je ne vous ai pas parlé après le désert, ce qu'on subit en Algérie, l'esclavage qu'on subit en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie se construit, il faut le dire, avec la main-d'œuvre migratoire qui est bon marché. La Libye, aujourd'hui, le migrant est devenu complètement une marchandise. Chaque Libyen, chez lui, a une prison.
Il y a très longtemps, j'ai vu un film, pour moi c'était la fiction, un film de Jean-Claude Van Damme, si je peux le citer, Chasse à l'homme. Pour moi, c'était que la fiction. Mais j'ai véritablement vécu cette chasse à l'homme en Algérie, en Libye autant pour moi, où chaque Libyen s'achetait un pick-up et chassait le noir comme du bétail. Il le ramenait chez lui, le mettait dans sa prison et le revendait aux enchères. L'histoire a déclenché, a pris une autre tournure avec les images diffusées sur CNN. Mais jusqu'aujourd'hui, cela ne s'est pas arrêté. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai collaboré avec le président Emmanuel Macron. Ensuite, donc, toujours dans ce témoignage, il nous parle des raisons de sa radicalisation contre le pouvoir de Yaoundé. Parce qu'à un moment donné de sa vie, il a décidé, il a pris sur lui de se radicaliser contre le pouvoir de Yaoundé. Donc, à ce moment-là, il était considéré comme un activiste. Donc, il va également dire quelque chose par rapport aux raisons de sa radicalisation contre le pouvoir de Yaoundé. Écoutons ce qu'il a dit. Bon, oui, je me suis radicalisé, il faut le dire. Quand on vit ce genre d'horreur, quand on voit des jeunes, des enfants, parce que la traversée de la Méditerranée, toute cette traversée-là ne se fait pas que par des adultes. Il y a aussi des enfants, des bébés. Quand on voit ces bébés être chosifiés, être traités comme du bétail, être traités moins que du bétail même, quand on voit des jeunes mourir par centaines, on ne peut qu'être révolté, on ne peut qu'être radicalisé. Et ça va de soi, je suis un être humain. J'ai eu la chance de survivre à cet enfer. Et pendant que j'y étais, je me disais, si jamais je m'en sors, je serai la voix de ces personnes-là qui sont parties. Moi, je ne peux pas maîtriser ses motivations. Je ne connais pas le personnage. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Tout ce que je vais juste dire, c'est que les gouvernements africains doivent travailler pour le bien-être, n'est-ce pas, de leur peuple, pour éviter de créer, pour éviter de fabriquer les activistes. Parce que un peuple qui a faim ne se contrôle pas. Comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, si un peuple a faim, si un peuple n'arrive pas, n'a pas d'eau, n'a pas, n'est-ce pas, accès aux soins, n'a pas d'électricité et tout, il va revendiquer. Et quand un peuple revendique, quand un peuple est fâché, on ne peut pas contrôler un peuple. Bienvenue la guerre civile, bienvenue les coups d'État. Donc, les gouvernements africains doivent travailler pour le bien-être de leur peuple pour éviter donc de fabriquer ces activistes-là. Et il y a certains activistes, parfois, après un moment, sont instrumentalisés par d'autres forces exogènes pour la déstabilisation de leur pays. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, les gouvernements africains ont intérêt à faire leur travail, à travailler près, à être près de leur peuple, à écouter les aspirations de leur peuple. Continuons à écouter. Je me battrai pour que la communauté internationale puisse jeter un regard nouveau. Elle sait déjà, la communauté internationale, ce qui se passe. À l'époque, elle fermait les yeux. Et il fallait que des gens se battent, comme cette journaliste de CNN, pour que la communauté internationale puisse enfin réagir. Et aujourd'hui, on est encore revenu je dirais, à la même situation qu'avant la diffusion de CNN. C'est encore pire aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé au désert tunisien où des soldats ont accompagné des gens vers leur mort. C'est pire aujourd'hui. Ensuite, dans ce témoignage, il nous parle également de la BAS et ses actions et les actions de la BAS sur le terrain. La BAS, c'est la brigade anti-Sardina qu'il a créée. Écoutons ce qu'il a dit par rapport aux actions, par rapport à la BAS proprement dit, par rapport aux objectifs de la BAS et par rapport aux actions de la BAS sur le terrain. Écoutons ce qu'il a dit par rapport à ça. La brigade anti-Sardina, il fallait apporter une réponse à la brigade des sardines qui existe au Cameroun. Fred Biya, dans sa façon de gérer au Cameroun, pour lui, le Camerounais mérite un pain et une sardine. Nous avons constitué une brigade qui est la brigade anti-sardina. Nous nous opposons à ce pain et à cette sardine offerte au peuple à la place de l'eau, de l'électricité, d'un système de santé normal. Nous avons commencé par les artistes en disant à ces artistes-là, vous êtes chosifiés au Cameroun. Le statut de l'artiste au Cameroun n'existe pas. Les artistes sont des clochards, des véritables clochards dans leur propre pays. Vous ne pouvez pas appeler le peuple à soutenir quelqu'un qui est incapable de s'intéresser à ce peuple-là.
Oui, je ne veux pas manquer de donner mon avis par rapport aux méthodes des activistes. Oui, comme je l'ai dit, les dirigeants africains ou alors les chefs d'État africains ou les gouvernements africains doivent écouter les aspirations de leur peuple pour éviter de fabriquer les activistes. Mais je pense que les activistes, bien que certains ont parfois raison dans leur démarche, doivent être moins violents dans leur démarche et agir plus stratégiquement. Oui, parce que ce n'est pas en cassant tout, en faisant trop de bruit, voilà, qu'on se fait entendre. On peut utiliser des méthodes un peu plus stratégiques. Parce que, voilà, à qui ça profite lorsque, par exemple, un groupe décide de casser toutes les ambassades? À qui ça profite? Oui, un message est passé, mais ça pénalise tout le peuple. Ça pénalise tous ceux qui sont en Occident. Donc je vais dire, imaginons un seul instant que peut-être voilà, tu vas me dire, on va me dire que oui, il faut poser ce genre d'acte pour montrer son mécontentement. On peut montrer son mécontentement sans toutefois être violent. Sans toutefois être violent. Donc moi, j'attire encore l'attention des activistes qui essaient de revoir un peu leur méthode et d'être un peu plus stratégiques. Je ne suis pas ici en train voilà, de dire que, de critiquer les activistes, mais de revoir un peu leurs actions, qui soient un peu plus stratégiques dans leur façon d'agir. Et puis voilà, donc oui, comme j'ai dit, les activistes ne se sont pas créés, les activistes ne tombent pas du ciel comme ça. C'est quelque chose qui pousse les activistes à devenir, des personnes à devenir activistes. Si les peuples, les gouvernements africains étaient proches de leur peuple, écoutaient les aspirations de leur peuple, je ne pense pas qu'il devait avoir autant d'activistes. Donc, continuez à écouter ce qu'il a dit par rapport aux actions de la base. Nous avons agi contre les personnalités soit proches, soit soutien du régime, en les boycottant, en les expulsant des lieux où ils étaient. Nous avons réduit les visites de ces hommes politiques-là, les visites de ces ministres-là en Europe. Et nous, nous avons démontré que l'extraterritorialité camerounaise était contrôlée par nous. Et ils n'avaient pas le droit de citer. S'ils voulaient se soigner, ils disent que le Cameroun est beau. Ils disent que le Cameroun a toutes les infrastructures. Mais pourquoi ils ne se soignent pas au Cameroun? Pourquoi viennent-ils se soigner en Europe? Donc nous étions opposés à voir ces membres du gouvernement, à voir ces soutiens du régime venir se pavaner tranquillement en Europe. Par la suite, il nous parle de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Il a eu la chance, il a eu la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir un entretien avec Emmanuel Macron. Et écoutons ce qu'il a dit par rapport à sa rencontre avec Emmanuel Macron. Bah, écoutez, en tant qu'activiste, il faut préparer certaines opérations. Donc, je savais très bien. En 2019 déjà, j'avais essayé, n'est-ce pas, d'approcher Emmanuel Macron. C'était très difficile. Donc, j'ai pas baissé les bras. Et j'ai remis ça en 2019, en 2020. Malheureusement, parce que je ne dirais pas... Malheureusement, il y a eu ce problème de Garbou. Bon, moi je pense que il a été un peu naïf parce que ce qu'il doit comprendre, euh, voilà, entre États, il n'y a pas d'amis. Ce sont les intérêts qui comptent. Ce qui intéresse Emmanuel Macron, ce sont les intérêts français en Afrique. Vous pouvez tous crever tant que ces intérêts ne sont pas touchés, alors il s'en fout. Il monte au créneau lorsque ses intérêts sont en danger. Donc, je pense que M. Calibro a fait preuve de naïveté, croyant qu'en allant peut-être poser le problème à Emmanuel Macron, ça devait trop résoudre quoi que ce soit. Je ne pense pas. Comme j'ai dit, ce n'est pas un problème d'émotion. On n'est pas dans les émotions. Entre les États, entre les chefs d'État, entre les gouvernements, il n'y a pas d'émotion. Ce sont des intérêts qui comptent. Oui, c'est la raison, les intérêts, les calculs politiques. Voilà ce qui les intéresse. Donc, je pense que M. Calibro a fait preuve de naïveté sur ce coup-là. En tout cas, continuez à écouter ce qu'il a dit par rapport à sa rencontre avec Emmanuel Macron. Et j'ai tenu un mot ce jour où j'ai dit au président Macron, il y a un génocide au Cameroun et je l'en veux même encore. Toujours dans cet entretien, il nous explique comment sa transition d'activiste affiché S en France et à ennemi public au Cameroun s'est passée.
Je dois avouer que, bon, que moi-même, quand j'ai appris ça, j'étais un peu surpris, peut-être choqué. Comme j'ai dit, je ne connais pas bien le personnage et ne suis pas toutes ses actions. Ce que je sais, c'est qu'il était un activiste, mais quitter d'activiste, affiché S en France et ennemi public au Cameroun, je pense quand même que c'est du costaud. Donc, il nous explique dans cette interview, dans cet entretien, comment ça s'est passé. Écoutons et regardons. En fait, quand on ne veut pas se laisser acheter, on subit les affres de ceux qui contrôlent un peu les choses. Moi, je me bats pour mon peuple. J'ai décidé de mettre ma propre vie, entre guillemets, entre parenthèses, pour porter haut les souffrances de mon peuple. Et je préfère mourir pauvre, avec ma dignité, que de mourir riche et baisser la tête chaque fois que je verrai un Camerounais. Donc, le 25 mai 2020, j'ai reçu une proposition. Il est vrai que j'avais interpellé le président Emmanuel Macron sur les souffrances de ma famille directe au Cameroun. Et le 25 mai, j'ai reçu une proposition où le chef du cabinet appelait le ministre Castagnier, sollicitait pour moi un certificat de nationalité. Après, il y a eu d'autres choses derrière où on me demandait de me calmer, que j'avais été écouté, qu'il fallait maintenant penser à ma vie, et j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. D'abord, je suis venu en France pour ma nationalité avec filiation. C'est fort, hein? C'est très fort. C'est fort. C'est-à-dire que tu quittes activiste affiché S en France et en même temps ennemi public au Cameroun. Ça veut dire que s'il pose son pied au Cameroun, c'est fini. C'est directement, il sera directement coffré. Ça, c'est sûr. Le 29 mai, j'étais devant l'Assemblée nationale française avec un bidon d'essence pour dire nous allons monter crescendo. Ce n'est pas une nationalité qui va nous empêcher, n'est-ce pas, de parler du Cameroun. Je comprenais que M. Emmanuel Macron trouvait déjà un deal avec Biya. Alors qu'au Salon de l'Agriculture, il s'était montré, comme vous l'avez dit, ouvert. Il a tenu des propos même qu'un président en exercice ne pouvait pas tenir. En ce moment, on comprenait qu'il y avait une espèce de distance entre Yaoundé et Paris. Ils se sont réconciliés sur le dos du peuple camerounais, et il fallait interpeller non seulement les députés français, il fallait interpeller autant pour moi la France sur la situation catastrophique qui se passe au Cameroun, notamment sur le conflit, parce que ce conflit, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui on est à plus de 20 000 morts. Et aussi sur la situation des Camerounais. Je vous rappelle qu'au Cameroun aujourd'hui, le Cameroun n'est pas un pays en guerre. Mais il y a plus de morts au Cameroun que dans un pays en guerre. Les gens meurent tous les jours au Cameroun. De fait d'une absence hospitalière, les Camerounais sont livrés à eux-mêmes. Donc, face à tout cela, à la misère du peuple camerounais, soutenu d'une certaine manière par la France, il fallait faire un geste fort. Bon, mon avis par rapport à ça, je pense que oui, comme j'ai dit, les activistes doivent être moins violents. Ils peuvent avoir leurs idéologies, ils peuvent avoir leurs combats, mais ils doivent être moins violents. Ce n'est pas toujours dans la violence qu'on résout des problèmes. Et même toutes les guerres dans le monde, après la guerre, pour que les choses continuent comme par le passé, pour que les choses reviennent en ordre, il a fallu que les gens s'asseyent. Ça veut dire que quelle que soit l'issue d'une guerre, à la fin, il faut passer à la diplomatie. Donc voilà, la violence ne va pas résoudre ce problème-là. Donc oui, revendiquer c'est bien, dénoncer c'est bien, mais avec moins de violence. Et moi je pense que les activistes doivent être protégés dans leur pays d'accueil. Surtout quand un activiste a déjà un statut de réfugié, il doit être protégé par son pays d'accueil. Donc voilà, je sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est quitté d'activiste affiché S et en même temps ennemi public au Cameroun. Euh,
seulement à cause de ses idées. Bon, je ne connais pas tous ces dossiers, je ne connais pas toutes ces casseroles, mais de toutes les façons, moi je pense que les activistes doivent être protégés, n'est-ce pas, dans leur pays d'accueil. Sauf s'ils ont encore commis des dégâts dans leur pays d'accueil. Là, je pense que ça sera difficile et même le pays d'accueil là ne verra plus comme quelqu'un qu'il faut le laisser libre circuler parmi les autres citoyens. Il devient il devient un danger pour son entourage. Là, on peut même le faire quitter le territoire. Mais tant qu'il fait comme il faut, il paie ses impôts, il mène sa vie normalement, il ne dérange pas ses voisins, il n'est pas un danger pour son entourage. Normalement, son pays d'accueil devrait le protéger. Généralement, une personne fichée S en France n'est pas informée sur son statut. Mais dans cet entretien, M. Calibro nous explique comment il a fait pour avoir cette information-là. Écoutons et regardons. Le chef du cabinet du président de la République ne peut pas prendre sur lui de demander au ministre de l'Intérieur de vous faire un certificat de nationalité. C'est pas possible. Il a reçu l'ordre de son supérieur, de son patron. Donc, quand un président vous donne une nationalité et que vous dites non, et que 3 jours après, 4 jours après, vous vous retrouvez devant le symbole de la nation où vous essayez de mettre le feu sur vous, vous devenez plus dangereux pour lui. Et pour cela, il comprend que vous êtes prêt à aller jusqu'au boutisme dans sa propre conclusion. L'OFPRA reconnaît, entre guillemets, et c'est ça qui est bizarre, l'OFPRA reconnaît que j'ai bien droit à une protection, que si je rentre au Cameroun, c'est très grave. L'OFPRA reconnaît que si je rentre au Cameroun, je risque ma vie, que l'OFPRA a eu des pressions du ministre de l'Intérieur, des pressions au-delà du ministre de l'Intérieur. Et ça, j'ai eu un cabinet d'avocats extrêmement efficace qui a réussi à avoir, je ne sais pas comment, un certain nombre d'informations avec des documents précis qui ont démontré que effectivement j'étais fiché S. La France ne protège pas assez les activistes africains, mais ce sont les premiers à accuser les Africains d'être inactifs pour le changement dans leur pays. Et M. Calibro essaie d'expliquer cette hypocrisie de la France. Écoutons ce qu'il a dit par rapport à ce sujet. C'est l'ambiguïté française en fait. Comme vous pouvez le constater, hein, à chaque élection ou à chaque problème, c'est l'immigration qui est pointée du doigt, c'est l'immigration africaine. D'ailleurs, lors de mon passage, lors d'une commission d'enquête parlementaire, j'ai dit, vous n'allez jamais pouvoir régler les problèmes de l'immigration si vous ne vous attaquez pas aux causes réelles de cette immigration. Je parle là de l'immigration africaine, subsaharienne principalement. Vous connaissez quelles sont les causes de cette immigration. C'est la mauvaise gouvernance, c'est la gabegie financière, c'est la dictature qui pousse les jeunes à venir vers l'Europe. La France, en guillemets, dit lutter contre l'immigration, mais non, elle ne lutte pas contre l'immigration. Au contraire, elle fait tout pour que cette immigration-là s'accentue. Et c'est ça qu'il faut dire au peuple français. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'en France, si une victime veut être honorée, il faut qu'il soit agressé par un immigré, qu'il soit africain ou quoi que ce soit. Il y a des Français qui vont violer tous les jours, Français qui s'appellent Jean-Paul, qui vont violer tous les jours. Les victimes n'auront jamais une minute de silence à l'Assemblée nationale. Mais il suffit qu'un migrant viole une personne, ce qui est déplorable, qu'un migrant assassine une personne, ce qui est condamnable. On ne peut pas soutenir parce qu'on est migrant, non, il faut le condamner. Mais il suffit que ce soit un migrant et puis l'Assemblée nationale va se rappeler qu'il y a eu une victime. Alors que si on va parler de janvier à aujourd'hui, il y a plus de 200 femmes qui ont été violées et aucune n'a eu cette chance d'avoir une minute de silence. Je dois avouer que moi-même, je ne comprends pas cette hypocrisie. Parce que je ne comprends pas comment vous ne protégez pas ceux qui décident de revendiquer, ceux qui décident d'être activistes, n'est-ce pas, pour le bien-être des peuples sur place. Vous ne les protégez pas assez, mais vous êtes les premiers, n'est-ce pas, à les accuser qui ne sont pas actifs quand il s'agit des changements dans leur pays respectif. Donc moi aussi, je ne comprends pas, je suis un peu surpris de cette hypocrisie française. En tout cas, continuons à écouter ce qu'il a dit.
Donc, on instrumentalise l'immigration d'un côté, et de l'autre côté, on favorise ce qui crée ce flux migratoire. C'est cette dichotomie-là qui, moi, un peu m'embête et qui embête aussi un certain nombre de personnes avec cette façon de vouloir préserver la France-Afrique. Monsieur Calibri Calibro conclut dans son témoignage, sa sortie, son discours, en passant un message clair aux Français sur son statut de fichier S. Écoutons ce qu'il a dit. Quand Emmanuel Macron m'a dit qu'il ne peut rien faire au Cameroun, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, c'est faux. Je n'ai pas interpellé le président Emmanuel Macron pour qu'il fasse partie Paul Biya. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui fait partie Paul Biya. J'ai justement interpellé Emmanuel Macron sur son rôle, son double rôle qu'il joue avec Biya, sur son silence face à ce qui se passe au Cameroun et qu'il sait et qu'il connaît très bien. Je n'ai jamais interpellé le président Emmanuel Macron pour lui dire « Tiens, il y a Paul Biya, ton ami, qui fait des choses, il faut nous aider. » Non, du tout. D'ailleurs, quand je pense, si j'ai bonne mémoire, quand il m'a dit un mot et je lui ai dit, quand il m'a dit que si nous on intervient, les chefs d'État africains disent que nous intervenons, qu'ils sont souverains, et quand on n'intervient pas, vous nous dites un truc comme ça, et je lui ai dit c'est faux. Parce que quand ils viennent prendre votre argent, en ce moment-là, vous ne leur dites pas ce que vous êtes en train de me dire. J'ai eu un échange très vif avec le président Emmanuel Macron. Et je pense que je suis l'un des premiers Africains qui a pu avoir ce genre d'échange avec lui. Et j'ai été franc avec le président Macron. Pour moi, c'était qu'il arrête la France-Afrique. Et je vais vous dire une chose. Il y a eu un sommet après France-Afrique, le sommet de Montpellier. J'ai écrit au président de la République pour lui dire que ce chef d'État que vous invitez ne représente pas l'Afrique. Invitez à la place de ce sommet les jeunes Africains. Je n'ai pas été invité, je ne pouvais pas être invité parce que le langage n'aurait pas été pareil. Mais je fais partie de ceux qui ont insisté là-dessus pour que la jeunesse africaine et représentative de cette misère africaine-là puisse être invitée. Et j'ai été heureux de savoir qu'à la place des chefs d'État, qu'on a plutôt invité une délégation des jeunes Africains venus de partout en Afrique. Bon, écoutez, fichier S, ça a déjà été dit plusieurs fois. C'est juste un fichage administratif. J'ai jamais été condamné par la justice. J'ai jamais été en garde à vue. J'ai posé des actes qui, d'une certaine manière, et tout dépend de quel bord on se pose, on peut soit trouver que j'ai été excessif, si on est d'un bord, et si on est de l'autre, on peut trouver que j'ai été juste. J'ai toujours agi dans la légalité de la loi. Je n'ai jamais enfreint la loi en France. Je n'ai jamais agressé physiquement quelqu'un. Je n'ai jamais été au-delà de ce que la loi me permet. Et croire que parce qu'on est fichier S et qu'on est dangereux, non. Bien que je comprends, je peux comprendre un peu cette façon de penser parce qu'il y a eu des choses extrêmement difficiles, extrêmement dures, extrêmement terribles qui se sont passées en France et que pour un certain nombre d'entre eux, les personnes qui ont commis ces actes abominables, qu'il y avait des fichiers S. Mais il y a des milliers de fichiers S qui n'ont rien à voir avec la délinquance. D'ailleurs, vous pouvez être fichier S parce que vous avez un cousin lui-même qui est fichier S. Et parce que vous vous appelez ce cousin 2 ou 3 fois par jour, on vous fiche aussi S. C'est complètement ubuesque de penser qu'un fichier S est quelqu'un qui est dangereux. C'est très faux. Je suis fichier S parce que l'État a décidé de faire de ma vie l'État français, parce que l'oligarchie française a décidé de faire de ma vie et de tout ce qui dénonce la France-Afrique, tout ce qui dénonce ce copinage entre les présidents, les dirigeants, les politiques français et les dictateurs africains. À partir du moment où vous essayez de mettre les pieds dans ce plat-là, eh bien, la meilleure façon de vous neutraliser, c'est de vous ficher S. Je n'ai jamais eu un document que j'avais droit de manière normale. Je suis toujours passé par la case tribunal. C'est toujours un juge qui a décidé de me donner quoi que ce soit.
J'ai jamais eu un truc normal, non. Donc, justement, ce fichage permet de faire en sorte que ce genre de choses puisse arriver, de faire de votre vie un enfer. Mais je dirais à ces hommes politiques que les Français se sont battus pour leur liberté. La liberté qu'elles gardent aujourd'hui jalousement. Et nous, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, nous ne sommes pas les jeunes africains de 1980. Non, nous sommes un peu émancipés, nous avons une autre vision. On peut nous ficher autant qu'on veut, S ou S multiplié par Y par mètre carré, c'est leur problème. Nous nous battrons pour que nos pays puissent avoir une bouffée d'oxygène. Je crois que c'est quand même difficile de vivre dans un pays comme la France étant fiché S. Je ne sais même pas s'il a accès au crédit bancaire, s'il a accès aux banques, s'il peut avoir négocié un contrat de travail. Je ne sais pas, ça doit être extrêmement difficile. En tout cas, je n'ai pas fait trop de recherches par rapport à ce statut de fichier S, mais ça doit être du calvaire, c'est extrêmement difficile. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire par rapport à ça. Voilà, je pense que les autorités françaises doivent revoir ça pour qu'il ait quand même voilà, un endroit où vivre, avoir, voilà, pouvoir vaquer à ses occupations, pouvoir travailler, payer ses impôts sans problème. Donc voilà, je pense que les autorités françaises doivent revoir ça, c'est mon avis. Et voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'on retient donc de ce témoignage? Ce qu'on retient de ce témoignage, c'est que surtout pour toute la jeunesse africaine, les jeunes Africains qui regardent cette vidéo, l'immigration clandestine est à éviter et à condamner avec la dernière énergie. Si tu veux voyager pour aller voilà, apprendre un métier, étudier et tout, passe par la bonne route. Il faut éviter le désert. Évite de te retrouver dans une situation où le projet, c'est l'immigration clandestine. Et comme M. Calibro a dit dans son entretien, quand vous voyez 500 personnes mourir dans la mer, sachez qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes dans le désert. Donc, c'est très, très dangereux. C'est le chemin de la mort. La deuxième chose qu'on retient de ce témoignage, c'est que les activistes ne sont pas assez protégés dans leur pays d'accueil. Donc, les activistes doivent être protégés dans leur pays d'accueil. J'interpelle ici voilà, tous les pays qui accueillent ces activistes-là, ces réfugiés politiques et tout, de les protéger. Oui, de les protéger. La troisième chose, le troisième point qu'on retient de ce témoignage, c'est que les autorités africaines doivent implémenter la liberté d'expression de manière effective. Oui, on parle beaucoup de liberté d'expression, mais oui, mais ce n'est pas encore ça. Il y a trop de théories. Il y a des personnes qui sont bastonnées, des personnes qui sont menacées à cause de leurs opinions. Dès que tu es un peu contre l'instance dirigeante ou alors le gouvernement en place, voilà, tu es l'homme à abattre. Donc je pense que les autorités africaines, de la même façon que les autorités africaines veulent que l'oligarchie occidentale les laisse travailler, de la même façon, les gouvernements africains doivent permettre aux Africains de s'exprimer. C'est à partir de l'expression qu'on favorise les critiques. Et c'est à partir des critiques qu'on s'améliore. Et quand on s'améliore, c'est comme ça qu'on se développe. On ne construit pas un pays, on ne peut que construire un pays avec les critiques. Les critiques nous permettent de nous améliorer et c'est comme ça que la science évolue. C'est comme ça. Si on n'accepte pas les critiques, on ne peut pas se développer, on ne peut pas s'améliorer. Donc les autorités africaines doivent implémenter la liberté d'expression de manière effective. L'autre point qu'on retient de ce témoignage, de cette interview, c'est que les gouvernements africains jusqu'ici ne travaillent pas assez pour leur peuple. Ils doivent travailler pour le bien-être de leur peuple pour éviter de fabriquer les activistes. Quand on regarde les Calibro, on regarde la base, tout ça, ce sont des conséquences de la mauvaise gouvernance. Donc, s'il n'y avait pas des personnes délaissées, si les gouvernements africains étaient proches de leur peuple, ils ne devaient pas avoir des organisations comme les brigades anti-Sardina, ils ne devaient pas avoir des activistes comme les Calibro. Donc, pour éviter de fabriquer ce genre d'activistes, les gouvernements africains doivent travailler pour le bien-être de leur peuple. Ils doivent écouter les aspirations de leur peuple. Le dernier point qu'on retient de ce témoignage, c'est que les activistes, oui, vous pouvez dénoncer, vous pouvez donner vos avis, mais ces activistes doivent être moins violents dans leur démarche et ils doivent agir plus stratégiquement. Parce que quand ils sont violents, ils n'agissent pas stratégiquement.
on les lit très vite et on voit très vite ce qu'ils veulent, ils veulent poser comme acte. On voit très vite les objectifs qu'ils veulent atteindre. Or, lorsqu'ils le font de manière stratégique, on ne pourra pas facilement savoir ce qu'ils ont comme objectif. Donc, c'est même une bonne chose pour eux, n'est-ce pas, pour ne pas faire échouer, par exemple, ce qu'ils ont comme objectif en agissant stratégiquement. Donc, les activistes, vous pouvez dénoncer ce que vous avez à dénoncer. Vous avez un combat, vous avez des objectifs, mais soyez moins violents et agissez de manière plus stratégique. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as pu prendre quelque chose de cet entretien. J'espère que c'était riche. J'espère que c'était à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.